On va commencer par prendre un refuge, en prenant refuge. Sangye chudan toge chonam la janju bado dani kyapsuchi dagi jinsogi petanam ki dola penje sangye do basho. Je prends l'éveil, je prends refuge jusqu'à l'éveil dans le Bouddha, le Dharma et la communauté suprême, la Sangha, grâce aux deux accumulations réunies par l'écoute ma pratique de la générosité, par cette discussion, cette session de révision et de discussion, puisse-je devenir un Bouddha pour être bénéfique à tous les êtres. Jusqu'à l'éveil, je prends refuge dans le Bouddha, le Dharma, la communauté suprême, la Sangha. Grâce aux deux accumulations réunies, par ma pratique de la générosité, par cette session de révision et de discussion, puisse-je devenir un Bouddha afin d'être bénéfique à tous les êtres. Bon, vous avez bien discuté, hein? Ça allait? Bon, on va voir qu'est-ce qu'on peut faire avec ce qu'on a. Vous avez les questions? Tu as les questions, s'il te plaît? Voilà. Donc la première question, c'était, oui, dans ce qu'on a vu ce matin, en fait, cela présente la réfutation du soi acquis. Qu'est-ce que cela veut dire? À quoi cela se réfère? Qui c'est qui veut prendre le micro? Il y a un micro? Anne. Si tu veux. Bon, c'est le libre choix. C'est comme tu veux. Alors, réfutation du soi acquis. Alors, déjà, on peut... Parle bien dans le micro, s'il te plaît. Ouais. Déjà, c'est de se dire qu'est-ce que c'est que le soi acquis. Mm-hmm. Donc, le soi acquis, c'est il se différencie du soi inné. Mm. Et c'est un soi qui monte, enfin qui, du fait d'un apprentissage, d'une culture, de baigner dans une philosophie, d'une religion. Enfin, oui. Voilà. C'est quelque chose qu'on vous inculque. Oui. Alors, on en est conscient ou on n'en est pas conscient. Mm-hmm. Mais voilà. Donc ça, déjà, c'est ça. Mm-hmm. Et là, ce soi acquis, il est particulièrement réfuté par rapport au soi acquis des Samkhya. Mm-hmm. L'école Samkhya était l'école qui prédominait au moment où le Bouddha Shakyamuni est venu. Et ils avaient beaucoup d'adeptes, puisqu'ils avaient développé même le calme mental, tout ça. Et ils avaient des pouvoirs. Et donc, c'est pour ça, je pense que c'est important ça a été très important de réfuter ces vues. D'accord. Voilà. Alors, eux, ce soi acquis correspond à une conscience qui sait, qui connaît, c'est l'homme qui sait, qui connaît, et
qui est permanent. Donc pour eux, le soi, c'est la permanent. conscience. L'homme qui sait, ça veut dire c'est la C'est conscience. une conscience. Voilà, Et c'est quelque chose de permanent. Indivisible, invisible, imperceptible. Et en fait, il y a au-dessus, il y a un principe général. D'accord. Voilà. Je vais m'arrêter là si quelqu'un veut dire des choses en plus. Est-ce que quelqu'un veut ajouter? Si je reprends les divisions qu'on a dans le texte à la page 142 du commentaire. Les raisonnements qui établissent le non-soi de la personne, c'est ça que l'on fait. Jusqu'à présent, on avait parlé en fait de l'importance de la nécessité de comprendre la vacuité. Et maintenant, on en est au point dont la nécessité de comprendre la vacuité, pourquoi il est indispensable de comprendre la vacuité, pourquoi les sutras du Mahayana sont les paroles du Bouddha, etc. Donc on a terminé ça et maintenant on en est à démontrer la vacuité. Et dans ça, on a commencé à la strophe 57. Et donc quand on parle de démontrer la vacuité, alors on va parler des raisonnements qui établissent la vacuité. D'abord, on parle des raisonnements qui établissent le non-soi de la personne. Ça, vous l'avez, c'est le plan du texte à la page 142. Et dans les raisonnements qui établissent le non-soi de la personne, il y a 3 sous-parties. Et d'abord, on réfute l'objet d'adhérence de la saisie du soi inné. Donc on va réfuter l'objet conçu par la saisie innée et ensuite on va réfuter le soi acquis, l'objet conçu par la conception acquise d'un soi, inné d'un soi. D'abord acquis, ensuite inné. Oui, d'abord inné, ensuite acquis. Donc hier on a parlé de la différence entre ce qui est acquis et inné. Donc Anne a repris. Et si je reprends là-haut, le haut de la page 143, qu'on a déjà vu hier, en ce qui concerne la saisie du soi de la personne, certaines saisies sont incluses dans la saisie innée. Et il faut savoir que la saisie de la personne et des agrégats comme étant similaires à un maître et ses serviteurs ne peut être qu'acquise. Et donc hier nous avons... Et donc, si je continue, de même, les saisies de particules sans partie ou de moments de conscience sans partie sont uniquement des saisies du soi, de phénomènes acquises. Donc, il y a des saisies innées, des saisies acquises, lesquelles constituent la racine de l'existence cyclique. Les saisies innées. Mais c'est là qu'il faut déraciner. Mais évidemment, avant de déraciner les innés, il faut aussi se défaire des saisies acquises. Donc ce qu'on a dit hier aussi, si vous vous rappelez bien, c'est que la saisie d'existence substantielle et autonome, ainsi que la saisie d'existence inhérente, ont des formes acquises et des formes innées. Alors que la saisie d'un soi permanent, unitaire et indépendant, c'est simplement acquis. Et ici, c'est ça qu'on va réfuter. Lorsqu'on va réfuter on va démontrer que l'objet conçu par la saisie d'un soi permanent, unique, unitaire et indépendant, qui n'existe pas, donc là, c'est ce qu'on fait quand on réfute ici le soi acquis. Donc hier, on a vu, avant de faire la réfutation du soi acquis, on a vu hier la réfutation de l'adhérence à la saisie du soi inné. Donc ça, on l'a vu hier, c'était dans les strophes 57-59. Donc pour faire cela, on identifie l'objet de négation, c'est-à-dire l'objet qui est conçu par la conception innée du soi, de la personne, le jeu qui existe véritablement. Et donc s'il existe, il doit exister soit parmi les agrégats physiques et mentaux, soit comme une entité indépendante du corps et de l'esprit. C'est la méditation qu'on a fait aussi ce matin.
Donc ça, c'était la réfutation du soi inné. Donc ceci dit, aujourd'hui, on est passé à la réfutation du soi acquis. Et donc, comme il a expliqué à la page 144 en bas, bien qu'il existe d'infinies catégories de type non bouddhiste qui soutiennent un soi établi. Et donc, il y a beaucoup d'écoles bouddhistes qui soutiennent. La différence entre les écoles bouddhistes et non bouddhistes, c'est ça, c'est si elles acceptent qu'il y ait un soi unitaire, permanent, unitaire et indépendant, de cause et de condition. Et c'est les non-bouddhistes qui affirment cela. Donc ici, on va réfuter ces vues des non-bouddhistes. Et donc parmi ces vues, il y en a qui soutiennent soit qu'il est matériel, soit qu'il est mental. Et donc on va réfuter ces deux écoles, parce que de cette façon, on va réfuter ces deux systèmes. Si on réfute ces deux systèmes, on va réfuter aussi tous les autres. Donc l'essence ici, la question c'était quel est l'essence de cette réfutation. Maintenant je suis perdue avec tous les papiers. La question que je vous avais posée, donc l'essence de cette réfutation dans ces lignes, c'est de réfuter la personne permanente, unitaire et indépendante qui est en fait comme le maître par rapport aux serviteurs, les agrégats étant des serviteurs. Et donc cela est fait en réfutant ces deux écoles. Donc la première, c'est réfuter les affirmations des Samkhya. Et donc pour les Samkhya, le soi et conscience est quelque chose de permanent. Et pour les autres, donc les Vaisheshika, pour eux, le soi est matériel. C'est quelque chose qui est matière. Donc, on a réfuté les deux l'un après l'autre. Donc, c'était un peu compliqué parce qu'on n'est pas habitué à ces écoles déjà. On n'est pas tellement habitué à leurs affirmations, à leurs vues. Et on n'a pas ici non plus l'occasion vraiment d'étudier leurs vues en profondeur. Et donc, c'est des raisonnements un peu logiques et quelquefois qui ne sont pas faciles à suivre. Donc, moi, je vous propose, on va les voir en bref. En bref, je pense que ce qui est démontré déjà, c'est que quelque chose qui est conscience, un soi permanent, comment le soi pourrait-il être permanent? La question que je vous avais posée, c'était qu'est-ce qu'il y a la réfutation, comment il réfute déjà à la... Donc pour les Samkhya, le soi est conscience et il est permanent, ça veut dire qu'il ne change pas. Et la réfutation de Shantideva, en fait, la strophe 60, c'est que un soi qui est une connaissance, un connaissant ne pourrait pas être permanent. Comment donc il explore en fait le fait que une telle conception, une telle perception, un esprit par exemple, le soi, celui qui connaît, l'homme qui sait, c'est-à-dire c'est la conscience. Le soi, c'est la conscience. Et donc comment une conscience pourrait-elle être permanente? Et donc il commence à la strophe. Il commence donc à la strophe 60 à dire si le percepteur était permanent, et donc il prend comme exemple le percepteur du son, ce qui perçoit le son. Si la conscience qui perçoit le son est permanente, puisque pour eux le soi c'est la conscience, et la conscience est permanente, c'est un soi permanent et c'est la conscience. Et donc ce qu'il dit ici, c'est que si le percepteur du son, prenons comme exemple une conscience qui perçoit le son, si cette conscience était permanente, à ce moment-là, elle entendrait toujours le son. Elle ne pourrait pas changer. Donc même en l'absence de son, elle entendrait le son, puisque c'est une conscience qui entend le son. C'est une conscience sensorielle, auditive. Donc si le percepteur du son était permanent, à tout moment, il devrait entendre le son.
quelle logique permet de parler de perception en l'absence d'objet? Pour comment cette perception du son, ce percepteur du son, cette conscience qui perçoit le son, cette perception sensorielle auditive, comment pourrait-elle durer? Comment pourrait-elle être permanente en l'absence d'objet? Quand il n'y a pas de son, il n'y a pas de perception du son. Et vous dites qu'elle est permanente. Donc déjà, ça, c'est réfuté, c'est une aberration. Donc, sans objet de perception, il n'y a pas de percepteur. Sans objet de perception, s'il y avait un objet de perception, s'il y avait un percepteur sans objet de perception, alors même un morceau de bois serait capable de percevoir. À la strophe 61. Donc si je lis mes notes. Donc sans objet, si vous posez la conscience sans objet, alors en l'absence de son, il pourrait y avoir, parce qu'en général, la conscience c'est quelque chose qui connaît. Et donc, pourquoi il y a une conscience sensorielle? C'est parce qu'il y a un son et que ce son est perçu. Et donc, s'il pouvait y avoir conscience sans son, alors à ce moment-là, même un bout de bois pourrait connaître le son. N'importe quoi pourrait connaître le son. Parce qu'une conscience, sans son existerait. Une conscience qui n'a pas d'objet pourrait exister. Or, la conscience n'existe que parce qu'elle a un objet. On parle objet. Un objet, c'est... La conscience, c'est aussi... On parle quelquefois d'objet et d'objet possesseur. Possesseur d'objet. C'est le possesseur d'objet. Ce qui est l'objet, c'est la conscience. En termes philosophiques, on dit yu chen. On parle de conscience parce qu'il y a un objet. Yu chen, c'est la conscience, c'est ce qui possède l'objet. Et donc c'est parce qu'il y a un objet qu'on parle de conscience. Et s'il y a une conscience, c'est aussi parce que conscience, c'est un possesseur d'objet. Ça veut dire qu'elle a un objet. Ouais. Et donc si on peut avoir une conscience sans objet, à ce moment-là, n'importe quoi pourrait être une conscience, pourrait percevoir le son, par exemple. Oui. Prends-le, s'il te plaît. Quand on apprend là, les 12 liens d'interdépendance, là, ouais. Et qu'on dit qu'après l'ignorance, les formations karmiques, la conscience, les sources des sens, là, fait qu'apparaissent ça. Donc, et après le contact. Et donc, quand apparaissent c'est des consciences qui apparaissent là, liées au sens, il n'y a pas d'objet. Elles apparaissent pourtant. C'est pas les consciences, les sources. Ah. Les sources, c'est les organes. C'est les organes. Oui, oui. C'est la base de la conscience. Les 6 sources. Les 6 sources. Après le nom et la forme. Si tu veux, ça, c'est la formation de l'être. Hein. Oui. Donc, il y a le nom et la forme, c'est-à-dire les agrégats. Mais après, tu as les 6 sources qui sont en fait la base de la connaissance, c'est-à-dire la formation des organes. C'est pas les consciences. Elles sont pas... Ouais, il n'y a pas les consciences encore. C'est avant que la conscience se produise, les 6 sources. Qu'est-ce qu'il y a après les 6 sources? Il y a le contact. Donc les 6 sources, c'est c'est la base de la conscience. C'est la base de la conscience, oui. Donc, je lis mes notes ici. Sans connaître... Alors, pour les Madhyamika, l'existence d'un objet est validée par la perception qui l'appréhende. Pourquoi il y a un objet? C'est parce qu'il y a un possesseur d'objet. Il y a la perception qui appréhende l'objet. C'est pour ça qu'on dit qu'il y a l'objet. Un objet est validé par la perception qui l'appréhende. Et c'est vice-versa. Il y a une conscience parce qu'il y a un objet. Il n'y a pas de conscience sans objet. Les deux sont interdépendants. La conscience est ce qui possède l'objet. Donc la conscience a forcément un objet. Parce qu'il y a un objet, il y a un sujet et vice-versa. Donc quelle logique permet de parler de perception en l'absence d'objet?
Donc ça, c'est en bref ce qui est dit là. Ensuite, si la perception elle-même connaît la forme, pourquoi n'entendrait-elle plus? Donc, en fait, la réponse des Samkhya, c'est la perception. Donc cette conscience, elle est permanente. Donc quand il y a, en l'absence de son, elle connaît la forme. Elle est toujours là, mais elle prend d'autres... si le son est absent, l'individu qui sait, c'est-à-dire la conscience, perçoit la forme ou ce qui se présente. La forme, le goût ou d'autres objets. C'est leur réponse. Et donc, si elle connaît la forme, pourquoi n'entend-elle pas le son? Et donc, pour les Prasangika ou les Madhyamika, ils disent il s'ensuit que même cette perception, maintenant elle connaît la forme. Vous dites que maintenant elle connaît la forme, mais elle devrait entendre le son. Pourquoi n'entendrait-elle plus? Elle devrait entendre le son. Pourquoi? Parce qu'elle est permanente. Et comme vous avez dit que c'est une perception qui connaît le son, elle devrait continuer à percevoir le son, même si vous dites qu'elle perçoit la forme. Si la perception, donc si c'est la même perception, elle est permanente, donc elle devrait continuer à attendre le son. Et donc, ils disent que c'est parce qu'il n'y a plus de son. Donc s'il n'y a plus de son, la perception du son ne devrait plus exister non plus. Donc si vous dites que la perception du son, elle n'est plus là, mais c'est une perception nouvelle qui connaît la forme, à ce moment-là, votre perception, elle n'est pas permanente. Ils essaient juste de dire qu'un être qui est la conscience et qui est permanent n'est pas possible. C'est ça qu'ils essaient de réfuter. Donc les Samkhya disent parce que le son est absent. S'il n'y a pas de son, il ne peut y avoir de perception qui a le son pour objet, qui appréhendra le son. Donc votre assertion que la conscience, qui est la personne et qui connaît, est permanente, est endommagée. Donc, et donc les Samkhya disaient que la perception du son se transformait en perception de forme. Et donc, comment ce qui a pour nature de percevoir les sons peut percevoir la forme? Ça, c'est la strophe 63. Comment pouvez-vous dire que cette conscience, sa nature, c'est de percevoir les sons? Maintenant, elle perçoit les formes. Comment peut-elle percevoir les formes? Soit c'est une perception pour les Madhyamika. Voilà, ce qui a pour nature de percevoir les sons, comment cela pourrait-il percevoir une forme? Donc pour les Madhyamika, la perception existe d'après son objet. D'après son objet, soit c'est une perception qui appréhende le son, soit c'est une perception qui appréhende la forme. Vous ne pouvez pas dire que la perception, c'est la même perception. Donc c'est toujours pour montrer l'impermanence. Et donc le Samkhya dit, alors ça c'est l'exemple qu'ils prennent qui est censé faciliter, mais quelquefois c'est pas si facile à comprendre. En fait, ils illustrent ça en disant, oui, mais une même personne peut être père et fils. Pour dire, en fait, ça illustre le fait qu'une même conscience peut percevoir le son et la forme. Pour illustrer ça, ils disent, une même personne peut être père et fils. Et donc les Madhyamika disent oui, ça c'est vrai, mais dans ce cas-là, il s'agit d'une existence relative, simplement d'une désignation qui est attribuée à quelqu'un. On l'appelle fils parce qu'il a un père et on l'appelle père parce qu'il a un fils. Non, ce n'est qu'une imputation et ce n'est pas ce qu'elle est réellement, ce qui est réellement la personne. Mais pour vous, vous parlez ici de quelque chose de permanent, qui existe véritablement. Alors après, ça se complique un petit peu, voyons. Pour vous, c'est permanent et ce n'est pas simplement une imputation, c'est une réalité intrinsèque. Donc ce n'est pas simplement désigné. L'exemple que vous donnez ne s'applique pas ici. Et donc à la strophe 64, 64, il est dit donc, mais ils n'ont pas la même nature.
Donc ici, on parle en fait des trois humeurs ou des trois qualités. Hein. Et donc pour les Samkhya, la nature, c'est le point d'équilibre entre ces trois. Et la nature, donc il parle ici de la nature. Hein. Quand on parle sattva, raja et tama, ne sont ni père ni fils. Ici, ça veut dire la nature. Hein. La nature n'est ni le père ni le fils. C'est ça que ça veut dire ici. Donc, ces trois qualités, en fait, ça représente le point d'équilibre de ces trois, c'est la nature, c'est la vérité ultime, et c'est quelque chose de permanent, d'inchangeant et d'imperceptible. Je vais expliquer ça. Et donc, quand quelque chose existe, par exemple, le fait de dire que c'est un fils, ça veut dire que c'est dans la nature, c'est la nature du fils. Hein. Être fils, ça veut dire avoir la nature du fils, ou être dans la nature du fils. Hein. Si la nature du fils était le fils, on devrait la voir, puisqu'on voit le fils. Hein. Si la nature du père était le père, on devrait le voir, puisqu'on voit le père. Or, cette nature, pour eux, la nature, c'est permanent, c'est imperceptible. On ne voit pas la nature. Hein. Et donc, comment peuvent-ils être père et fils? Puisque être père ou fils, ça veut dire être la nature même, et c'est quelque chose d'imperceptible. Donc, ils n'ont pas ils peuvent pas avoir la nature, c'est ni le père ni le fils, ils ne peuvent pas être la même nature. Donc, disent les prasangika, ils ne peuvent pas être dans la même nature. Et en fait, ce que dit les Samkhya, c'est ce qui est perçu n'est pas la nature même, c'est fallacieux. Ce que l'on perçoit comme fils et père, c'est quelque chose de fallacieux, parce que la nature, elle, on ne la voit pas. Bon, ce que je crois que ça veut dire ici, je ne suis pas trop sûre, hein. Mais parce qu'il conclut en fait en disant on n'a jamais vu que la perception des formes est la nature d'appréhender un son. Ici, on parle en fait la nature de la perception des formes et la perception des sons n'ont pas la même nature pour les prasangika, pour les madhyamika. Hein. On ne peut pas dire qu'ils aient la même nature. Or, vous dites que cette perception, c'est la même chose, hein, ultimement. Donc, quelquefois, elle prend un aspect de saisir une forme, quelquefois, elle prend un aspect de saisir le son, mais par nature, c'est quelque chose d'ultime et de permanent. Hein. Et donc, ce que disaient les madhyamika, on n'a jamais vu que la perception des formes, hein, soit de la même nature que la perception d'un son. Hein. Ces deux perception, ces deux types de conscience, comment pourraient-elles être de la même, pour nous, de la même nature? C'est pas possible. Elles peuvent pas être de la même nature, parce que pour être de la même nature, il faut que les choses soient coexistantes. Hein. Elles existent au même moment. Elles doivent être ensemble. D'ailleurs, ça c'est une question que j'avais posée à Geshe-la, et je voulais qu'il explique qu'est-ce que ça veut dire, je ne sais pas si c'est clair pour vous, d'être de la même nature. Parce que souvent on dit des phénomènes sont de la même nature ou pas. Il faudrait lui demander d'expliquer ça un peu plus en détail. Et donc ce que disent les Samkhya, c'est que la conscience auditive, tel un acteur, elle prend un autre aspect pour voir. Donc cette conscience, hein, elle est toujours là par nature, mais elle est comme un acteur, c'est-à-dire qu'elle prend un autre aspect, hein, elle prend un autre aspect pour voir. Donc c'est quelque chose de trompeur, c'est ce qu'ils disent. Hein. Et donc les madhyamika disent, donc elle n'est pas permanente. Si elle change, elle n'est pas permanente. Et donc, les Samkhya disent, mais si, c'est la même, mais avec d'autres modalités. Donc, pour les Samkhya, la perception est comme un acteur qui prend un autre aspect. Et donc, les madhyamika disent, donc elle change, elle n'est pas permanente. Et donc, le Samkhya disent, la nature est la même, c'est la même, mais elle a d'autres modalités, d'autres aspects. La nature est la même,
pour eux, entre eux, la perception appréhende la forme, quelquefois elle appréhende la forme, quelquefois elle appréhende le son. Donc elle a des aspects différents, des modalités différentes, mais elle est la même, la nature est la même. Et alors les Madhyamika disaient, voilà une unité sans précédent. Alors ça, c'est quelque chose d'inédit. Hein. S'ils ont la même nature, comment les deux, hein, la perception de la forme et la perception du son, elles sont définies par rapport à leur propre objet. Une perception, on l'appelle une perception de la forme parce que son objet est la forme. La perception du son, on l'appelle perception du son parce que son objet est le son. Et donc, quand elle appréhende le son, celle qui appréhende la forme n'existe pas. Quand elle appréhende le son, elle ne peut pas appréhender la forme. Une conscience, elle appréhende son objet. On ne peut pas dire qu'elle appréhende le son, elle appréhende la forme en même temps. Elles ne sont pas là en même temps. Comment peuvent-elles être de la même nature? Pour les Madhyamika, ce n'est pas possible qu'une perception de la forme et une perception du son soient de la même nature. Comme les Samkhya, ils essaient de montrer donc que toujours depuis le début du débat, que cette perception du son est permanente et toujours là, qu'elle n'a pas changé. Donc les changements, c'est des aspects qui sont fallacieux, mais la nature est la même. Et donc pour les Madhyamika, comment pourrait-elle être de la même nature, puisque quand l'une est là, l'autre n'est pas là. Donc ensuite, ces autres modes n'ont pas de réalité. Dites-nous donc quelle est leur vraie nature. Ces autres modes n'ont pas de réalité. Ils n'existent pas réellement, ce sont comme des illusions. Mais alors les Madhyamika disent, mais quelle est leur vraie nature? C'est la faculté de connaître elle-même. La vraie nature, c'est la faculté de connaître elle-même, disent les Samkhya. Et donc, cette faculté de connaître, c'est ce qui existe réellement. Et c'est seulement cette faculté-là qui existe véritablement. Et donc, la conclusion, c'est que dans ce cas, tous les individus ne devraient faire qu'un. Pourquoi? Parce que, puisque seule cette faculté existe, et tous les phénomènes, en fait, tous les individus, et tout ce qui existe, et tous les individus ont la même nature, et donc ce qui existe en fait ne devrait faire qu'un. Ils devraient être tous un dans la même nature, puisqu'il n'y a que cette nature qui existe véritablement. Donc cette faculté, c'est quelque chose, cette faculté, leur vraie nature, c'est cette faculté. Donc les autres modes, toutes les modalités, les différentes, par exemple, perceptions, existent avec d'autres modalités, mais elles ont la même nature. Donc leur vraie nature, c'est cette faculté de connaître elle-même. Cette faculté, elle est permanente et indivisible. Et donc, puisque tous les êtres sont de cette même nature, ils ne devraient être qu'un. Ils ne devraient plus faire qu'un. C'est la conclusion ici. C'est la strophe 66. Donc c'est ça. Après la 67, qu'est-ce qu'on dit à la 67 ? Ne ferait plus qu'un puisqu'ils ont en commun d'exister. Alors je vais lire mes notes ici. Les êtres et la matière ne feraient plus qu'un. Tout ce qui existe, donc, par rapport au fait qu'ils partagent la même nature d'exister. Puisque tout ce qui existe partage la même nature, et que c'est une nature permanente, indivisible, tout ne serait qu'un. Donc l'animé, l'inanimé, c'est-à-dire les êtres et la matière, ne feraient qu'un. Dans les Madhyamika, en relation aux différentes modalités fallacieuses, si ces aspects sont faux, comment pourrait-il avoir un même support? Donc, dès lors que ces aspects particuliers sont faux, comment pourrait-il avoir un support commun?
comment pourrait-il avoir un même support? À partir de quel support se manifeste-t-elle? Comment ces aspects particuliers, à partir de quoi se manifestent-ils tous ces aspects? Puisque l'aspect primordial, hein, comment l'appelait, le principe... hein, comment? La substance primordiale ou principe général. Voilà, ce principe général, hein, puisqu'il est vrai, et comment les aspects fallacieux pourraient-ils le prendre comme support, hein? Comment, à partir de cette base, de ce support, d'un principe général, vrai, comment ces aspects fallacieux pourraient-ils naître, hein? Et comment ce qui existe en soi pourrait-il donner donc quelque chose de trompeur? Et donc ça en est resté là à la fin. Ensuite, on passe au Nyaya, donc qui considère que le soi est inanimé et matériel. Donc ça, c'est l'autre école. Donc pour eux, le soi, hein, que le soi est matériel. C'est encore plus difficile à comprendre. En fait, et donc là, c'est Vashishika. Considère que le soi est inanimé et immatériel. Donc l'inanimé non plus n'est pas le soi puisqu'il est inconscient comme un vase. Donc c'est la strophe 68. 68. Je regarde ce que dit sa sainteté, peut-être. Non, mais bon, ça suffit peut-être. Ici est pas trop. Non, il n'a pas du tout. Il y a un peu plus dans l'autre livre en anglais, là. Il y a plus de commentaires, mais là, il ne s'est pas trop étendu. Hein. Donc, 68. Alors, ces philosophes conçoivent le soi comme inconscient et matériel, puisqu'il est matériel. Il est matériel, il n'est pas conscient. Hein. Ce qui est contraire à la raison. Donc pour les Madhyamika, l'inanimé n'est pas conscient, n'est pas le soi puisqu'il est inconscient. Hein. S'il n'a pas de conscience, donc pour les bouddhistes leur font remarquer l'inanité d'un individu incapable de percevoir. On aurait un individu inconscient qui ne pourrait pas percevoir. Comment peut-on avoir un soi, c'est-à-dire une personne qui ne perçoit rien, hein? Donc l'inanimé, comment cela pourrait être le soi, puisqu'il est inconscient? Il est comme un vase, ou comme une chose. Hein? Il serait comme ça. Hein? Donc les Vaisheshika se défendent en avançant que, bien que le soi lui-même n'ait pas d'esprit et qu'il soit un phénomène matériel, il est cependant en possession d'un esprit. Hein? C'est qu'il possède un esprit. Hein? Il prend conscience en s'associant à l'esprit. C'est-à-dire, il a un associé. L'esprit, il s'associe à l'esprit. Hein? Et donc, les Madhyamika disent donc qu'il n'est pas inconscient puisqu'il a un esprit. Hein? Les bouddhistes rétorquent que cela contredit tout individu inconscient, puisque vous dites qu'il est en possession d'un esprit, qu'il est associé à un esprit, donc il est conscient. Hein? Comment pouvez-vous dire qu'il est matériel? Hein? Puisque selon vous, le soi est immuable, donc ensuite, si le soi est immuable, il existe en soi, il est inchangeant, donc comment l'esprit exercerait-il aucune influence sur lui? Hein? Vous dites, il est associé à l'esprit, c'est pour ça qu'il connaît, qu'il a la connaissance. Hein? Mais s'il est influencé par un esprit, il ne peut pas être immuable, permanent et inchangeant, hein, et exister en soi, puisqu'il est influençable par l'esprit. Donc, comment l'esprit pourrait avoir une influence? Hein? Cette chose inconsciente et inerte, ce soi qui ne pourrait pas agir, hein, un tel soi ne pourrait pas agir, il n'aurait pas d'esprit, il n'aurait aucune activité, il serait comme l'espace. Et ça, vous dites que c'est votre soi. Hein? C'est comme ça qu'il le réfute, en fait. Un soi inconscient et inactif,
en fait, ça serait quelque chose comme l'espace, et donc votre soi se réduirait à ça. Donc ça, c'est c'est la réfutation du soi matière. Hein. Ensuite, la réfutation des objections. Je vous avais posé une question là-dessus. Hein, la strophe 72. Donc on va regarder un petit peu. De quoi s'agit-il ici? Je vais lire aussi. Là, sa sainteté est repartie. Donc on va dans le commentaire. On va voir. Les Tirthikas, dans les Tirthikas, c'est les non-bouddhistes. Ils objectent que si l'individu immuable n'existe pas, il n'y a pas de relation de causalité qui puisse être concevable. Ils disent si le soi n'a pas d'existence, toute relation entre action et fruit est absurde. Bien sûr, pour lui, si le soi n'est pas permanent, si le soi n'a pas d'existence, s'il n'y a pas d'individu qui subsiste de manière stable à travers les 3 temps, quelle est la relation entre le karma et les résultats? Si le soi se transforme, non, ça je ne l'ai pas mis, 68, où c'est que j'en suis là? On en est à la 70? Ouais. Donc, si le soi se transforme d'instant en instant, le précédent a disparu au moment suivant, puisque le soi se transforme. Il faut que le soi il soit immuable, qu'il continue, qu'il soit immuable. Parce que sinon, celui qui existe au moment précédent a disparu au moment suivant, et donc ce n'est pas la même personne qui crée le karma et qui en fait le résultat. Donc, s'il n'y a pas d'individu qui subsiste de manière stable au travers des 3 temps, arrivant de la vie précédente à celle-ci pour se diriger vers la suivante, donc qu'adviendra-t-il des maturations au cours de cette vie et aussi entre une vie et une autre? Donc, s'il n'y a personne qui vienne d'une existence antérieure à celle-ci pour aller ensuite vers une vie future, comment donc pourrait-on concevoir les réincarnations? S'il n'y a personne, en fait, si on dit que la personne qui a... si on dit qu'il y a une personne, c'est la personne qui a accumulé les karmas dans une vie passée et celle qui a récolté les résultats dans une vie ultérieure sont des individus distincts, donc il en découle toutes sortes d'aberrations. Ça veut dire qu'on récolterait le fruit d'un karma qu'on n'a pas créé, etc. Et on créerait du karma dont on n'aurait pas les résultats. Donc c'est aberrant. Et donc c'est ce que disent les Vaisheshika au Madhyamika. Comment pouvez-vous poser une personne qui change tout le temps? Il faut que la personne soit immuable. Et donc les Madhyamika disent les actions sont des causes qui ont pour résultat bonheur et souffrance. Nous distinguons 2 individus, l'un antérieur, l'autre ultérieur. L'un qui accomplit l'action et accumule le karma et l'autre qui en expérimente les effets sous forme de plaisir ou de peine. Les 2 individus sont donc distincts. En tout état de cause, les uns comme les autres, nous sommes d'accord sur le fait que les 2 individus, celui qui accumule les causes et celui qui en récolte les fruits, n'existent pas simultanément. Là-dessus, il n'y a pas de doute possible. Donc, ce qu'ils disent, en fait, les Madhyamika, nous aussi, ils disent, en fait, nous aussi, nous sommes d'accord que la personne qui agit, qui a créé le karma n'existe plus au moment du résultat. Donc on est d'accord là-dessus. Donc de quoi discutons-nous puisque nous sommes d'accord là-dessus? La personne, moi qui fait l'expérience du résultat d'une action, au moment où je fais l'expérience du résultat, la personne qui a créé l'action, elle n'existe pas en même temps.
Donc c'est ce qui est dit à la strophe 72. Hein. Ayant la... c'est quoi ici? Être simultanément doté de la cause et du résultat est impossible à voir. Donc, celui qui a créé la cause, avoir celui qui a créé la cause et celui qui fait l'expérience du résultat simultanément, c'est quelque chose d'impossible. Hein. Donc les Madhyamika qui disent. Hein. Et alors, c'était quoi la... Vous avez commenté cette... Vous avez eu le temps de discuter sur cette strophe? Non? Vous n'avez pas eu le temps? Voilà, c'est la réponse des Madhyamika, c'est... Il parle du continuum. Le continuum de conscience. Ça, c'est super intéressant. Je veux dire, là, on arrive dans des eaux connues. Je vais lire peut-être... oui, ce que dit Sainte. Donc, comme ils se rapportent au même continuum, ils sont exposés comme l'agent et le sujet de l'expérience. Hein. Donc, ce que disent les Madhyamika, oui, la personne, hein, c'est impossible d'avoir la personne qui a créé au moment du résultat, hein, qui a créé la cause au moment du résultat, mais il parle, c'est le même continuum. Hein. Alors, autrement dit, au moment où on accomplit des causes, pourrait-on en expérimenter les effets? De toute évidence, c'est catégoriquement impossible. Hein. Simultanément, on ne peut pas créer la cause et avoir les effets. Au même moment où tu crées la cause, tu ne peux pas créer la cause et recevoir l'effet au même moment. Ensemble, simultanément. Simultanément. On ne parle pas de la même vie, on parle au même moment. La personne qui crée la cause n'est pas la personne qui fait l'expérience du résultat, simultanément. Sans avoir changé, même dans la même vie, si tu veux, c'est pas le même... au moment où tu fais créer la cause, tu ne peux pas être la personne au même moment. Oui, il y a le moment... Oui. Tu peux dire que... Oui, c'est ce qu'on dit. Si on parle... Bon, ce qu'on parlait aussi hier, je ne sais plus quand, mais si on parle des parties de la personne, hein, la personne, c'est ce qui est imputé sur ses agrégats, sur les parties. On peut dire les parties, par exemple, les agrégats, hein, le corps et la conscience. Mais la personne, c'est aussi les parties de la personne, c'est aussi les différents exemples de la personne à différents moments. Par exemple, moi, hein, maintenant, je suis Chantal, mais j'étais Chantal il y a 5 minutes. Est-ce que Chantal il y a 5 minutes est la même que Chantal maintenant? Hein? Non, on ne peut pas dire. Chantal, il y a 5 minutes, elle n'était pas en train de dire la même chose. Hein? Et elle avait 5 minutes de moins. Elle avait 5 minutes de plus à vivre. Hein? Il y a 5 minutes. Hein? Il y a plein de cellules qui ont changé. Elle ne respirait pas le même air. Elle ne disait pas la même chose. Hein? C'est pas la même. Elle était vue par des consciences visuelles des vôtres qui n'étaient pas la même que celle de maintenant. Donc c'est différent. Hein? La personne. Donc tous ces moments, hein, ce sont des exemples de la personne. Hein? Et on peut dire la personne, les parties de la personne, c'est ça aussi. Hein? On peut dire que la personne, elle est aussi imputée sur toutes ces différentes parties. Donc, que se passe-t-il en réalité? Même s'il diffère en fonction de l'époque antérieure ou ultérieure, tout individu se situe cependant dans une continuité. Il évolue en se fondant sur son continuum mental. Certes, d'un moment à l'autre, il change et se transforme. Il est donc différent à chaque instant. Mais d'un autre côté, le tout se produit à partir d'une continuité du même continuum. Prenons l'exemple des particules, je vais lire, hein, grossières et subtiles, ayant constitué notre corps au début de notre vie, à la fleur de l'âge. Entre le corps de notre jeunesse et l'actuel, il s'est opéré un changement radical, et ce n'est plus du tout pareil. Observons donc notre état physique, et nous constaterons qu'il est bien différent. C'est d'ailleurs en référence à ce processus que l'on est, dit-on, soumis au vieillissement. Un tel n'a guère à la prestance rayonnante,
présente dans sa vieillesse des traits disgracieux. C'est là un cas courant, évidemment. Le phénomène de transformation est des plus clairs. Cependant, comme il se produit en se fondant sur un même continuum mental, on se souvient, après, d'avoir fait telle ou telle chose dans sa jeunesse. Devenu vieux, on est en droit de déclarer « j'ai fait cela », car c'était bien mon continuum, avec son unité. Allons plus loin et voyons qu'éventuellement, on peut de même se rappeler d'événements datant d'existences antérieures. Étant donné le support fourni par un seul et même continuum, il ne s'agit pas d'individus totalement distincts. Et comme il se rapporte au même continuum, il est imputé que c'est l'auteur qui expérimente. Il est imputé que c'est l'auteur de l'action, c'est bien l'auteur de l'action qui expérimente le résultat. Parce que c'est le même continuum, on impute, j'ai fait ça dans une vie passée, mais c'est simplement imputé. Ce n'est pas vraiment la même personne, mais c'est la personne du même continuum. Et donc on impute, c'est moi qui ai fait. Comme j'impute, dans ma jeunesse, j'ai fait ceci ou cela. Ce n'est pas vraiment la même personne, puisque j'ai changé, mais comme c'est le même continuum, on est en droit d'imputer que c'est moi qui ai fait ceci, qui ai fait cela. Et donc ça, c'est la réponse des Madhyamika. Donc, celui qui crée la cause et celui qui fait l'expérience du résultat ne peuvent être simultanés. Donc, je lis mes notes. On parle du continuum d'un être. Celui qui a accumulé le karma, celui qui a fait l'expérience, relève du même continuum. Ce qui relève du continuum de la conscience, qui change d'un instant en instant. C'est une succession d'instants qui se succèdent. Cela unit les deux. Cela donne l'illusion de la permanence sans qu'il y ait de permanence. C'est vrai qu'on a l'illusion de la permanence. On dit c'est moi qui suis né, c'est moi qui étais enfant. On a l'impression que je suis la même personne d'année en année, que c'est moi qui... C'est moi. C'est une illusion de permanence. Non ? C'est moi. Oui, non, on dit bien. Si je vous montre des photos, je vais vous montrer des photos quand j'avais 1 an, quand j'avais 2 ans, quand j'avais 10 ans. Et je vais dire, c'est toujours moi. Mais en fait, c'est imputé, moi. Il y a une illusion de permanence. Mais en fait, si on regarde, et c'est ça le continuum. Quelquefois, on dit, parce qu'il y a un continuum, c'est permanent. Mais justement, parce que le continuum, il montre quoi? Il montre l'impermanence. Il y a la continuité, mais de quelque chose qui change d'instant en instant, qui se transforme. Une permanence de la continuité, mais justement, c'est quelque chose qui... Oui, mais si tu veux quelque chose qui se transforme à chaque instant, c'est une illusion qu'on a. On se dit, oui, un continuum, donc c'est permanent. Quelquefois, ça donne l'illusion d'être permanent. J'ai vu déjà quelque chose comme ça, d'ailleurs, dans un devoir, je dois dire, je ne sais plus qui, quand, mais justement en disant que parce que c'était un continuum, c'était la même chose. Et le continuum donne l'illusion de permanence, mais en fait, parce que c'est un continuum, justement, ça montre que ça change. Un continuum, ça veut dire des choses... Donc il y a une continuité, mais c'est intéressant de réfléchir à ça. On voit directement les êtres qui changent et qui passent d'une vie à l'autre. Donc, il y a une illusion de permanence sans qu'il y ait vraiment de permanence. Cela n'a rien à voir avec votre permanence, dont vous parlez, vous, les non-bouddhistes, qui est quelque chose qui ne peut pas changer. Ici, la continuité, elle permet le changement, et ce changement est perceptible. Donc, c'est là qu'on en est resté aujourd'hui. D'accord ? Question, allez, tu as une question? Allez. Alors, il n'y a plus de jeu. Pose question. C'est Geshe Loden nous a dit ce matin, par rapport à l'Astro 60, au tout début, par rapport à la thèse des Samkhya,
que dans leur thèse, le soi s'engageait de la même manière, quel que soit l'objet. Alors, on a eu une discussion dans notre groupe, on s'est demandé exactement ce que ça voulait dire, et notamment, on a fait un rapprochement. Est-ce que ça a un rapport quelconque avec l'équilibre des trois, Raja, je ne sais plus, Sattva. Et c'est où ça exactement dans le texte? C'est au tout début. Oui. Dans la thèse des Samkhya, je sais pas, je l'ai pris en note. Geshe-la, il a dit que le soi s'engageait de la même manière, quel que soit l'objet, appréhender les objets de manière égale. Alors, voyons. Il a dit ça. Ah oui. Voilà. Celui qui fait l'expérience du son, qui les appréhende, je lis les notes, hein, c'est l'homme qui sait. Alors, la base de leur thèse, c'est le principe général, en dépendance duquel tous les phénomènes se manifestent. Celui qui fait l'expérience, donc c'est ça, c'est la conscience en fait. Le soi, c'est ça. Celui qui fait l'expérience du son et autres, etc., qui les appréhende. C'est l'homme qui sait. Bon, c'est comme ça qu'a traduit peut-être Valérie, et c'est traduit aussi dans le commentaire, c'est-à-dire c'est ça le soi, quelque part, hein, si j'ai bien compris. Il est permanent, unitaire et indépendant. Donc ça, c'est la définition qu'il donne. Il s'engage de manière égale dans tous les objets, sans partialité. Le caractère permanent, alors là j'ai un trou, j'ai un point d'interrogation, je n'ai pas pu noter, et l'engagement est égal. S'il est permanent, il devrait. Donc, c'est ce qu'ils disent eux, oui. Et alors, c'est quoi la question? Il s'engage de façon égale, ouais. On n'a pas bien compris à quoi ça correspondait. Nous, on a, de la même façon, oui, de la même façon. Mais te dire qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que tu as pensé, ouais? On a pensé que ça pouvait avoir un rapport avec l'équilibre des trois. Les trois natures. Ouais. Sattva, Raja, Tama, la notion de oui, sensation plaisante, déplaisante et neutre. On ne sait pas. Sans partialité, voilà. De façon semblable, également, hein, il s'engage, moi j'ai noté ça aussi, de manière égale, par rapport à tous les objets, sans partialité. Ben, c'est ce qu'ils disent après, savoir qu'est-ce que ça veut dire, c'est ça. Je ne sais pas. Ça, il faudrait voir qu'est-ce que ça veut dire. Oui, pareillement, ouais. C'est ça que ça veut dire. Oui, bon, oui. Enfin, c'est pas clair parce qu'en fait, on a l'impression que c'est un peu contredit par le texte d'introduction là. Oui. Parce qu'on dirait que c'est le principe général qui a ces trois qualités en équilibre et que par contre le soi, c'est celui qui jouit de toutes les métamorphoses, qui les goûte et les ressent. Enfin, je ne sais pas. Oui, ici, quand on parle les trois qualités en équilibre, lorsque ces trois qualités sont en équilibre, c'est ça le principe général, hein, lorsqu'ils sont en équilibre. Ici, ce qu'il est dit, c'est que ici, on parle pas de... Ici, on parle en fait de ce qui fait l'expérience. L'homme qui sait, donc c'est pas la même chose, on ne parle pas de la même chose. Hein. Donc l'homme qui sait, qui jouit de toutes les métamorphoses, etc., qui les goûte mais n'en est pas le créateur, c'est un être éternel indépendant des trois qualités universelles, qui n'agit point. Et c'est cet homme qui sait est permanent, unitaire et indépendant et il s'engage de manière égale dans tous les objets sans partialité. Donc ça n'a pas rien à voir, d'après ce que je comprends de cette explication. Hein. Après, bon, Valérie a dit, elle a mis ce résumé ici parce que je pense que le malaise de Valérie, c'est qu'on parle de quelque chose qu'on ne connaît pas vraiment.
Et donc c'est pour ça qu'elle était un peu comme ça ce matin. Et donc moi je ne peux pas t'expliquer parce que je n'ai pas étudié non plus cette école. Donc ici on en parle vraiment au minima, hein, pour essayer de voir comment on contredit le fait qu'une conscience permanente pourrait être le soi, ou pourquoi quelque chose de matériel, de permanent qui pourrait être le soi. Mais on ne s'engage pas dans l'étude de ces écoles. Donc comme ça, moi, ce que vous dites là, moi, ça ne me paraît pas plausible que là, il parle de l'équilibre des trois qualités. C'est pas la même chose. Est-ce que vous aviez d'autres questions? Bon, après, c'est vrai que ça reste un peu flou parce qu'on n'a pas, comme je dis, on ne rentre pas dans les détails. Bon, voilà. Donc, on a la réfuté. Le soi, acquis. Là, c'est la réfutation du soi acquis. Et donc, là, maintenant, on a commencé la réfutation de la thèse. On a fait la réfutation de la thèse des Vaisheshika. Et là, on est en train de réfuter, les objections des Tirthikas, des non-bouddhistes, à partir de la strophe 70. Et donc, demain, on continuera là-dessus. Et donc ensuite, je pense qu'après la réfutation, il y a aussi peut-être comment ce que l'on affirme. Hein. J'ai plus mon plan ici. Alors, raisonnement qui établisse le nom sur la personne. Donc, après, on est en train d'abandonner les disputes concernant ces réfutations. Donc, il y a des arguments. On est en train de les réfuter. Et ensuite, voilà. Ensuite, on va passer à l'explication détaillée des raisonnements qui établissent le non-soi des phénomènes. Voilà. Merci. Allez. Donc, on va dédier. Ça va, Tsanka? Tu as compris? Hein? Il faut dédier maintenant. Exact. Donc on peut dédier ses mérites en pensant que, comme tout le reste, tous ces mérites, donc l'énergie positive que l'on a développée aujourd'hui, à écouter, réfléchir, méditer. Donc comme tout le reste, est vide d'existence en soi, n'existe par le pouvoir en interdépendance de nombreux facteurs, et donc particulièrement par le pouvoir de la dénomination. Et donc ces mérites qui sont vides d'existence ultime, nous les dédions pour que le jeu qui existe aussi comme étant simplement désigné, vide d'existence ultime, puisse parcourir, cheminer donc à la voie, développer la bodhicitta, développer la sagesse qui comprend la vacuité. Et donc ce je devienne Bouddha, ce je simplement désigné sur ces agrégats ou sur le continuum. Et donc atteindre l'état de Bouddha qui lui aussi est vide d'existence de son propre côté, et donc pour être bénéfique à tous les êtres qui existent de la même façon comme étant vides d'existence ultime, absolue. Et donc que aussi la bodhicitta et la sagesse de la vacuité naissent dans l'esprit de tous les êtres, là où elle n'est pas née, et que là où elle est née, puisse-t-elle ne jamais dégénérer mais s'accroître de plus en plus. Ojanju sem chorim bochi ma ke pa nam ke gyushi ke pa nyam ba me pa yang
gane gundu pewa shotoni tawarimboche ma ke panan ke gyushi ke panyam pa me paya gane gundu pewa sho. Merci.